Je m'appelle Suzanne Miller, j'ai 65 ans. Et jusqu'à il y a 3 jours, je pensais avoir une vie normale et heureuse. Je vis dans une petite maison tranquille dans la banlieue de Dallas avec mon mari, Robert, qui a 67 ans. Nous avons tous les deux pris notre retraite il n'y a pas longtemps. J'étais professeur d'histoire et il était ingénieur. Nous avons un fils unique, Michael, qui s'est marié il y a 5 ans avec Emily. J'ai toujours bien aimé ma belle-fille. Elle était diplômée en administration des affaires, intelligente, belle, et travaillait pour un grand cabinet de conseil financier. Michael a rencontré Emily à la fête d'un ami, et ils se sont mariés en moins d'1 an. J'ai toujours trouvé Emily un peu distante, mais j'ai supposé que c'était à cause de son travail exigeant et de sa nature réservée. Tout a commencé mercredi dernier quand Emily est venue me voir seule, ce qui était inhabituel car ils venaient généralement ensemble le week-end. Elle avait l'air pressée et a dit que son téléphone était cassé et qu'il devait être réparé immédiatement. L'écran est complètement brisé, a-t-elle expliqué. Je l'ai fait tomber par accident et j'ai vraiment besoin qu'il fonctionne aujourd'hui. J'ai une réunion importante demain et comme Michael est en déplacement, je ne sais pas où l'emmener. Par coïncidence, j'avais justement emmené mon propre téléphone dans une petite boutique de réparation en ville la semaine précédente. Le propriétaire, Tom, était le fils d'une de mes anciennes collègues de l'époque où j'enseignais. J'ai immédiatement proposé mon aide. « Merci, maman. Tu me sauves la vie », a dit Emily en me tendant le téléphone. Le mot de passe est 2 800 218, la date de notre mariage. Je dois aller au bureau cet après-midi, mais je passerai ce soir pour le récupérer. D'accord, ai-je hoché la tête. J'ai conduit jusqu'à la boutique de Tom, un petit endroit niché entre une pharmacie et une boulangerie avec une enseigne qui disait « Réparation rapide de téléphone ». Quand je suis entré, Tom était penché sur son établi, entouré de minuscules pièces et d'outils. « Salut, Suzanne. C'est un plaisir de te revoir », a-t-il dit avec un sourire. Je lui ai expliqué la situation, et Tom a dit qu'il pourrait réparer le téléphone en quelques heures. Je le lui ai laissé, lui ai donné le mot de passe, et je suis allé faire des courses. Cet après-midi-là, quand je suis revenu, Tom était seul. Au moment où il m'a vu, son visage a changé. Son expression joyeuse a disparu, remplacée par de l'inquiétude. Il a jeté un coup d'œil à la porte, puis a murmuré « Le téléphone est réparé. Mais je dois vous montrer quelque chose. » J'ai froncé les sourcils. « Y a-t-il un problème ? » « Pas avec le téléphone, » a-t-il dit doucement. « Vous devez annuler vos cartes, changer vos mots de passe, et sortir de votre maison tout de suite. » Un frisson m'a parcouru l'échine. « De quoi parles-tu, Tom ?» Il m'a fait signe d'approcher, a ouvert le téléphone d'Emily et est allé dans les messages. Dans l'application Notes, une note intitulée « Plan B » était ouverte, et il a tourné l'écran vers moi. Je me suis figé. C'était une note contenant des fils de messages copiés entre Michael et Emily, détaillant étape par étape un plan pour mettre fin à mes jours. « Maman devient de plus en plus oublieuse », avait écrit Michael. « C'est le moment parfait. Le médecin documente tout comme je l'ai demandé. Personne ne se doutera de rien quand ça arrivera. » La réponse d'Emily m'a rendu malade. « L'assurance vie de tes parents vaut près de 2 millions de dollars. Une fois que nous aurons vendu la maison, nous aurons assez pour recommencer ailleurs. » Je tremblais, m'agrippant au comptoir pour ne pas tomber. « Non, ça ne peut pas être vrai, » ai-je chuchoté. Tom a expliqué qu'il n'avait pas l'intention de fouiner, mais qu'en testant le téléphone après l'avoir réparé, une notification était apparue, et ce qu'il avait vu était impossible à ignorer. Mon cœur battait la chamade tandis que je parcourais le reste. Il discutait de la méthode, du moment, de la façon de mettre en scène un accident domestique. Il y avait même des notes sur les médicaments et les quantités qui pourraient être mortelles pour quelqu'un dans mon état. Robert aussi, ai-je murmuré, à peine capable de respirer. Les messages montraient qu'il prévoyait de tuer mon mari ensuite. Ça doit être à quelques semaines d'intervalle, a écrit Michael. Si les deux meurent en même temps, ça paraîtra suspect. Tom a verrouillé la porte de la boutique, a retourné l'enseigne sur « Fermé », m'a versé un verre d'eau et m'a aidé à m'asseoir. « Vous devez aller à la police », a-t-il dit. J'ai secoué la tête, encore sous le choc. Personne ne me croira. Juste la parole d'une vieille femme contre celle de son fils et de sa belle-fille. 2 personnes que tout le quartier respecte. Alors vous devez vous protéger et rassembler des preuves, a-t-il insisté. J'ai acquiescé,
les mains tremblantes. J'ai pris mon téléphone et j'ai photographié chaque message, capturant soigneusement les dates, les heures, et chaque détail de leur plan, y compris la façon dont ils manipulaient notre médecin de famille pour falsifier des dossiers médicaux sur ma prétendue perte de mémoire. Je veux que tu remettes son téléphone exactement comme il était, lui ai-je dit. Sans aucun signe qu'il a été manipulé. Il a accepté. Après environ 1 heure, le téléphone d'Emily semblait tout à fait normal. Quand je suis sorti de la boutique, j'avais l'impression de marcher dans un cauchemar. Le ciel de Dallas n'avait jamais semblé si gris. Comment pouvais-je rentrer à la maison maintenant? Comment pouvais-je regarder Robert sans m'effondrer, sachant que notre fils unique nous voulait tous les deux morts? J'ai conduit en rentrant, l'esprit en ébullition. Je devais avertir Robert sans l'effrayer, et nous devions agir avec prudence. Si Michael et Emily se doutaient de quelque chose, ils pourraient changer leur plan ou frapper plus tôt. Le sentiment de trahison était insupportable. Le garçon que j'avais mis au monde, élevé, réconforté à travers chaque chagrin, complotait pour m'assassiner pour de l'argent. Je me suis arrêté devant notre maison et j'ai pris une profonde inspiration. Je devais rester calme. C'était un combat pour la survie, et je devais être plus intelligente qu'il ne le pensait. Il me voyait comme une vieille femme frêle et oublieuse, une proie facile. Mais il ne savait pas que j'avais passé des années à enseigner dans des moments difficiles, à élever un enfant seul pendant que Robert travaillait hors de l'État, à survivre à un cancer du sein. S'il pensait que j'allais me laisser faire sans rien dire, il se trompait lourdement. J'ai serré le téléphone comme une bombe et je suis entré. Robert était assis sur le canapé à regarder les informations comme d'habitude. Son visage doux et ses cheveux argentés m'ont piqué les yeux de larmes, mais je les ai retenus. « Tu as fait réparer le téléphone d'Emily ?» a-t-il demandé sans quitter la télé des yeux. J'ai dégluti difficilement. « Oui. C'est fait. » Je devais le lui dire, mais je ne savais pas comment. Comment dire à l'homme avec qui vous avez partagé 45 ans de mariage que votre fils unique veut vous tuer tous les deux? Robert, ai-je dit, ma voix plus tendue que je ne l'aurais cru. Tu dois voir ça. C'est sérieux. Il a immédiatement éteint la télévision et s'est tourné vers moi. Que se passe-t-il, Suzanne? Je me suis assise à côté de lui, j'ai ouvert mon téléphone et je lui ai montré les captures d'écran. J'ai tout vu sur son visage, la confusion, l'incrédulité, la peur, et enfin une douleur profonde qui m'a fait penser qu'il pourrait s'effondrer. Pas possible. Michael ne ferait pas ça, a-t-il chuchoté. Je pensais la même chose, ai-je dit en lui tenant la main. Mais c'est son numéro, son écriture. Et les réponses d'Emily viennent de son téléphone, celui qui est juste ici. Robert a fermé les yeux, prenant de profondes inspirations. Quand il les a rouverts, son regard avait changé, stable, déterminé. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» a-t-il demandé. J'ai exposé le plan. Documenter tout. Vérifier nos comptes bancaires, changer les mots de passe, annuler les cartes, et découvrir quel médecin était impliqué. Nous devions agir normalement tout en rassemblant discrètement assez de preuves pour aller à la police le moment venu. Emily vient ce soir pour récupérer le téléphone, ai-je dit. Nous devons rester calmes. Comment puis-je la regarder sans exploser, a marmonné Robert. J'ai essayé de sourire, bien que mes lèvres tremblent. Une chose à la fois, Robert. Nos vies en dépendent. Nous avons passé l'heure suivante à examiner nos relevés bancaires en ligne et avons trouvé quelque chose d'alarmant. De petits retraits chaque semaine depuis 3 mois, $700, $800 à chaque fois, totalisant près de $10 000. Michael a accès à notre compte. Tu te souviens, a dit Robert doucement. Nous lui avons donné une procuration l'année dernière au cas où quelque chose arriverait. L'amertume m'est montée à la gorge. Nous lui avions fait tellement confiance que nous lui avions donné les outils pour nous détruire. Nous avons changé chaque mot de passe, annulé toutes les cartes qu'il pouvait toucher, et dit à la banque de bloquer les gros transferts à moins que Robert et moi ne les approuvions en personne. Et le médecin, a demandé Robert. Le docteur Parker était notre médecin depuis plus de 15 ans et un ami proche qui se joignait souvent à nous pour le dîner. La pensée qu'il puisse falsifier des dossiers médicaux à la demande de notre fils faisait aussi mal que la trahison de Michael. Je vais prendre rendez-vous avec lui demain, ai-je dit. Je veux voir ce qu'il a à dire sur ma soi-disant perte de mémoire. Quand la sonnette a retenti, Robert a serré ma main. Nous nous sommes regardés, une promesse silencieuse de nous en tenir au plan. J'ai forcé un sourire en ouvrant la porte. Emily se tenait là,
élégante comme toujours, avec ses cheveux bruns ondulés et sa tenue parfaitement repassée. Mais maintenant, cette apparence soignée ressemblait à un masque cachant la vérité en dessous. « Suzanne, désolée de venir si tard. La réparation s'est bien passée, a-t-elle demandé. « Tout est fait, ai-je répondu en lui tendant le téléphone. Tom a fait un excellent travail. Il a l'air tout neuf. Elle l'a allumé, l'a vérifié, puis a souri. Parfait. Laisse-moi te rembourser. Pas la peine, ai-je dit rapidement. Tom l'a réparé gratuitement. Cliente de longue date. Elle s'est figée une seconde, le front plissé par une lueur d'inquiétude. Soupçonnait-elle que le technicien avait vu quelque chose? Tu es sûr? Je ne veux déranger personne. C'est bon, ma chérie. Veux-tu entrer pour prendre un thé? Robert regarde la télé. Je ne peux pas. J'ai une présentation tôt demain. Elle a évité mon regard en parlant, la voix calme mais le regard mal à l'aise. Maintenant que je savais quoi chercher, chaque petit geste semblait un indice. Je comprends, ai-je dit doucement. Quand est-ce que Michael rentre? Demain soir, a-t-elle répondu trop vite. Un autre mensonge. Je savais déjà par les messages qu'il était à la maison, attendant son rapport. Dis-lui de passer. Nous ne l'avons pas vu depuis 2 semaines. Bien sûr, a souri Émilie, glissant le téléphone dans son sac. Vous lui manquez aussi. Oh, au fait, as-tu vu le spécialiste de la mémoire que Michael a recommandé? Mon estomac s'est noué, bien que j'ai gardé un visage composé. Pas encore. Pas le temps. Michael dit, tu as oublié des choses dernièrement. Des noms, des rendez-vous. C'est vrai? J'ai souri légèrement. Ma mémoire va bien. En fait, je me souviens exactement du moment où tu portais cette tenue à l'anniversaire de ma cousine le mois dernier. Une lueur de surprise a traversé ses yeux avant qu'elle ne force un sourire crispé. Quand même, un contrôle ne fait jamais de mal, surtout à ton âge. Tu as raison. Je vais le programmer bientôt. Quand la porte s'est fermée, je me suis appuyé contre elle, épuisé de faire semblant d'être calme. Robert attendait dans le salon, le visage tendu. A-t-elle dit quelque chose? Elle a essayé de semer l'idée que je suis oublieuse, ai-je dit en m'asseyant. Il prépare le terrain à l'avance. Et maintenant? Nous agissons, ai-je dit fermement, sentant la détermination remplacer la peur. Demain, je verrai le docteur Parker. Ensuite, je vérifierai la police d'assurance vie. Nous devons savoir ce que Michael a changé. Après ça, nous tendrons notre propre piège. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Chaque craquement dans la maison me faisait sursauter. Je me suis levé 3 fois pour vérifier les serrures et la dernière fois, j'ai trouvé Robert dans la cuisine en train de boire de l'eau, les yeux lourds de tristesse. Je n'arrête pas de penser à Michael quand il était enfant, a-t-il chuchoté. Il avait peur du noir. Chaque fois qu'il y avait une tempête, il se glissait dans notre lit. Où est passé ce petit garçon, Suzanne? Je ne pouvais pas répondre. Comment un enfant autrefois si plein d'amour devient-il quelqu'un de si froid et calculateur? Nous le découvrirons, ai-je dit en le serrant dans mes bras. Et nous survivrons à ça. Le lendemain matin, j'ai appelé le cabinet du docteur Parker, disant que c'était urgent. Ils m'ont trouvé un créneau en fin de matinée. Avant de quitter la maison, nous avons vérifié nos comptes à nouveau et découvert quelque chose d'encore pire. Une nouvelle police d'assurance vie à mon nom avait été ouverte 3 mois plus tôt sans que je le sache. Qu'est-ce que c'est que ça, ai-je haleté. Robert a fait défiler le document électronique. Regarde ça. Ta signature. Je me suis penché, stupéfaite. Ce n'est pas ma signature, ils l'ont falsifiée. Et le montant du paiement est de 1,5 million de dollars, a dit Robert doucement. Michael est listé comme l'unique bénéficiaire. Mon corps est devenu froid. C'était allé bien au-delà d'un plan, des documents falsifiés, de l'argent détourné, le médecin manipulé, et maintenant une police attendant d'être encaissée une fois que je serais morte accidentellement. J'ai quitté la maison, le cœur battant à tout rompre. Le rendez-vous avec le docteur Parker allait tout décider. Je devais découvrir jusqu'où allait son implication. La clinique était calme. La réceptionniste a souri poliment. Bonjour, Madame Miller. Le docteur va vous recevoir maintenant. Quand je suis entré, le docteur Parker,
un homme d'âge moyen aux cheveux grisonnants qui avait toujours été amical, semblait mal à l'aise. « Suzanne, c'est une surprise. Michael m'a appelé hier. Il a dit que vous ne vouliez pas passer le test cognitif. » Je me suis assise, gardant un ton stable. « C'est étrange, » ai-je dit, car c'est moi qui ai demandé ce rendez-vous. J'ai entendu Michael dire que vous montriez des signes préoccupants, que vous oubliez des noms, que vous confondiez les dates. J'ai souri. Intéressant. Parce que je ne me souviens pas avoir eu de problème. Il a hésité. Parfois, les patients ne reconnaissent pas leurs symptômes, surtout au premier stade de la démence. En fait, vous avez déjà une note de diagnostic préliminaire. J'ai haussé un sourcil. Un diagnostic basé sur quoi? Michael m'a montré quelques vidéos de vous oubliant des dates et des noms de personnes. Des vidéos, ai-je demandé, surprise. Je veux les voir. Il n'a laissé aucune copie. Docteur Parker, l'ai-je interrompu en me penchant vers lui. Je suis votre patiente depuis 15 ans. Croyez-vous honnêtement que je perds la tête ou croyez-vous simplement mon fils? Son silence disait tout. Il a soupiré. Michael est venu me voir plusieurs fois. Il a dit que vous et Robert ne pouviez plus prendre soin de vous-même et m'a demandé de documenter tout signe de déclin cognitif. Et vous avez accepté. Je n'ai noté que ce qu'il m'a dit. Je n'ai pas posé de diagnostic formel. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Docteur, mon fils prévoit de me tuer, ainsi que mon mari. Son visage est devenu pâle. Quoi? Suzanne, c'est une accusation très grave. J'ai des preuves. Maintenant, je comprends pourquoi il avait besoin de votre aide pour créer des dossiers médicaux qui feraient paraître ma mort naturelle. Ses mains tremblaient tandis qu'il ajustait ses lunettes. Je n'en avais aucune idée. Je pensais qu'il se souciait vraiment de vous. J'ai sorti mon téléphone et je lui ai montré les captures d'écran. En lisant, son expression est passée de la confusion à l'horreur. Mon Dieu, je ne savais rien de tout ça. Je veux voir mes dossiers médicaux tout de suite, ai-je dit. Il a ouvert son ordinateur et a tourné l'écran vers moi. On pouvait y lire, la patiente montre des signes de déclin cognitif rapportés par son fils. Confusion fréquente, désorientation, oubli des noms et des événements récents. Évaluation neurologique complète recommandée. Ma voix était froide. C'est inventé et vous le savez. Je n'ai documenté que ce qu'il a dit. Aucune conclusion. Mais vous avez créé un dossier qui pourrait être utilisé contre moi. Une couverture parfaite pour un meurtre. Il a baissé la tête, la voix tremblante. Que voulez-vous que je fasse? Imprimez ce dossier et signez-le. Puis créant un nouveau indiquant que vous m'avez examiné aujourd'hui et n'avez trouvé aucun signe de déficience cognitive. Il a accepté immédiatement, encore secoué. Et docteur, ai-je ajouté alors qu'il tapait, s'il m'arrive quelque chose, à moi ou à Robert, ce dossier et notre conversation d'aujourd'hui seront les premières preuves que la police examinera. J'ai quitté la clinique en tenant les documents imprimés, une preuve claire de la conspiration contre nous. Le docteur Parker avait été manipulé par Michael, et son insouciance nous avait presque coûté la vie. Je suis allé directement à la banque pour vérifier nos comptes et révoquer toutes les autorisations que Michael avait. Le directeur de l'agence, Monsieur Martin, qui gérait nos comptes depuis des années, a semblé surpris par ma demande. « Vous êtes sûre, Madame Miller? Votre fils était là la semaine dernière. Il a dit que vous vouliez tous les deux étendre son autorité pour qu'il puisse gérer vos finances plus facilement, puisque Monsieur Robert n'allait pas bien. » Un autre mensonge. Robert était en parfaite santé. Mon mari va très bien, Monsieur Martin. Et oui, je suis sûr. J'aimerais examiner toutes les transactions des 6 derniers mois. Nous avons passé près d'1 heure à passer en revue les relevés. En plus des petits retraits, quelque chose de bien pire est apparu. Michael avait demandé une carte de crédit de remplacement au nom de Robert, prétendant qu'il l'avait perdue. Nous en avons émis une nouvelle, a dit Martin doucement, l'air contrit, parce qu'il avait une procuration et qu'il gérait habituellement vos finances. J'ai pris une profonde inspiration pour me calmer. Annulez cette carte immédiatement et bloquez toute future demande de carte à moins que nous soyons tous les deux présents. Quand j'ai quitté la banque, je me sentais à la fois soulagé d'avoir stoppé une partie du plan de Michael et horrifié par son élaboration. Il avait tout mis en place pour que nos morts paraissent naturelles tout en obtenant le contrôle total de nos biens. Sur le chemin du retour, mon téléphone a sonné. C'était lui.
Mon cœur battait la chamade, mais j'ai forcé ma voix à rester calme. Salut, mon fils. Salut, maman. Tu vas bien? Je viens de rentrer. Émilie a dit que tu avais emmené son téléphone pour le faire réparer. C'est gentil de ta part. Sa voix était calme, décontractée, d'une manière glaçante. Je savais qu'il n'était allé nulle part. Ce n'est rien, mon chéri. Le technicien est le fils d'une de mes anciennes collègues. Il m'a fait un super prix. Sympa. Et, Émilie et moi pensions venir dîner ce soir. Ça fait un moment qu'on n'a pas mangé tous ensemble, n'est-ce pas? Un frisson glacial m'a parcouru le dos. Pourquoi cette visite soudaine? Avait-il découvert quelque chose? Ou est-ce que le docteur Parker l'avait appelé après notre rendez-vous de ce matin? Bien sûr, ai-je dit, en gardant un ton léger. Je ferai tes lasagnes préférées. Parfait, maman. Oh, au fait, a-t-il ajouté. As-tu vu ce médecin que j'ai recommandé? Émilie a dit que tu n'y étais pas encore allé. Si, j'y suis allé. J'ai vu le docteur Parker ce matin. Silence. Et qu'est-ce qu'il a dit? Rien de grave. Juste quelques tests simples. Il a dit que ma mémoire est parfaitement normale. Une autre longue pause. Ah, c'est bien. Mais peut-être devrais-tu avoir un deuxième avis. Tu sais, le docteur Parker peut être trop prudent parfois. J'y réfléchirai, mon fils. À ce soir. Vers 19h, maman. À tout à l'heure. J'ai raccroché, les mains tremblantes. Une conversation en apparence normale, mais pleine de tensions cachées. Michael s'attendait clairement à ce que le médecin confirme mes prétendus problèmes de mémoire. Et quand il a entendu le contraire, il est devenu incertain. L'invitation soudaine à dîner n'était pas une coïncidence. C'était soit pour me tester, soit quelque chose de bien pire. Quand je suis rentré, Robert était entouré de papiers, l'inquiétude gravée sur son visage. Alors, le médecin était-il impliqué? Je lui ai tout raconté. Comment Michael avait manipulé le médecin pour créer un faux dossier. Comment il avait accédé à nos comptes, falsifié les papiers d'assurance, et maintenant appelé pour nous inviter à dîner. Ils viennent ce soir. Le visage de Robert est devenu pâle. Tu penses qu'il soupçonne que nous savons quelque chose? Pas sûr, mais il semblait déstabilisé quand il a appris que le médecin n'avait pas confirmé son histoire. Nous nous sommes regardés, pensant tous les deux la même chose. Que avait-il prévu pour le dîner? Nous ne mangerons ni ne boirons rien de ce qu'ils apporteront, a dit Robert doucement. Et l'un de nous devra surveiller en permanence. J'ai hoché la tête. Nous devons enregistrer ce soir si quelque chose de suspect se produit. Robert a récupéré son vieil enregistreur numérique de son bureau. Nous l'avons testé et l'avons caché soigneusement dans la salle à manger. Cet après-midi-là, j'ai préparé les lasagnes le cœur lourd. L'idée de m'asseoir à la même table que deux personnes complotant pour me tuer me rendait malade. Chaque fois que je me souvenais de ces messages froids discutant de nos morts, j'avais l'impression que ma poitrine était écrasée. Comment en est-on arrivé là, ai-je murmuré en mettant la table. Où nous sommes-nous trompés? Robert a simplement secoué la tête, les yeux assombris par la douleur. Je ne sais pas, Suzanne. Je pensais connaître notre fils. À 19h précise, la sonnette a retenti. Robert et moi avons échangé un dernier regard. L'enregistreur tournait sous la table. Notre plan était simple. Agir naturellement. Observer chaque mouvement et, si possible, les faire se trahir. J'ai ouvert la porte avec un sourire forcé. Michael et Emily se tenaient là. Lui tenait une bouteille de vin. Elle, une boîte de mes chocolats préférés. Maman, s'est-il exclamé en me serrant fort dans ses bras. L'étreinte qui me réchauffait autrefois me donnait maintenant la chair de poule. Comment pouvait-il me toucher en complotant ma mort? Ça fait trop longtemps, maman, a-t-il dit en me tendant le vin. J'ai apporté quelque chose de spécial pour ce soir. J'ai souri, jetant un rapide coup d'œil à l'étiquette, une marque chère qui m'aurait impressionné autrefois, mais qui maintenant me faisait seulement me demander si elle était empoisonnée. Robert les a salués, son sourire forcé correspondant au mien. Il leur a offert de l'eau, du café, du jus, n'importe quoi sauf le vin. Attends, maman, a dit Michael en s'asseyant sur le canapé. Gardons le vin pour le dîner. Nous avons bavardé pendant près d'une demi-heure, le travail, le temps,
les nouvelles, une atmosphère si fausse qu'elle en était suffocante. J'ai remarqué à quelle fréquence ils échangeaient des regards. Emily surveillait chacun de mes mouvements. Pendant ce temps, Michael continuait à poser des questions sur ma routine quotidienne, mes médicaments et mes récents problèmes. Alors, comment s'est passé ton rendez-vous aujourd'hui, maman, a-t-il demandé, son ton décontracté, mais inquisiteur. Le docteur a-t-il ordonné d'autres tests? J'ai gardé un visage composé. C'était une routine. Rien d'inquiétant. C'est étrange, a-t-il dit en fronçant les sourcils. Il m'a dit qu'il suspectait un début d'Alzheimer. Oh, vraiment, ai-je répondu, feignant la surprise. Quand a-t-il dit ça? Michael a cligné des yeux, réalisant son erreur. La semaine dernière quand je l'ai appelé. Appelé à quel sujet? À propos des fois où tu as été oublieuse dernièrement. Quelle fois, ai-je demandé directement. Je ne me souviens pas avoir oublié quoi que ce soit. Il a eu un rire sec. Tu vois, c'est exactement ce qui nous inquiète. Tu ne te souviens pas? La semaine dernière, tu as oublié le nom de la voisine et tu as laissé la cuisinière allumée pendant des heures. Pas un mot de tout cela n'était vrai. Tout faisait partie de leur histoire inventée de perte de mémoire. C'est drôle, ai-je dit calmement. Je lui ai parlé hier, et je me suis très bien souvenu de son nom. Et je n'ai pas utilisé la cuisinière de toute la semaine. J'ai utilisé le micro-ondes à la place. Le sourire de Michael a vacillé. Mangeons, a interrompu Robert, brisant la tension. Les lasagnes de Suzanne sentent merveilleusement bon. Pendant le dîner, la comédie a continué. J'ai servi la nourriture pendant que Robert changeait discrètement les verres à vin. Le plan était simple. Faire semblant de boire le vin qu'ils avaient apporté, mais en utilisant en réalité une autre bouteille que nous avions préparée dans la cuisine. Portons un toast, a dit Michael en levant son verre. À la famille et à la bonne santé. Nous avons tous levé nos verres, faisant semblant de siroter pendant que je les gardais à l'œil. Tous deux ont bu normalement. Peut-être que le vin n'était pas empoisonné. Ou peut-être que ce n'était pas encore le moment. Suzanne, a pris la parole Emily. Michael et moi avons discuté. Nous sommes inquiets de vous voir, toi et Robert, vivre seuls dans une si grande maison. C'est vrai, a ajouté Michael. Compte tenu de tout ce qui s'est passé dernièrement, nous pensons qu'il serait peut-être mieux que vous déménagiez dans un endroit plus petit, ou que nous emménagions pour vous aider à prendre soin de vous. Je pouvais sentir Robert se raidir à côté de moi. C'était donc ça. Il voulait emménager pour pouvoir frapper plus facilement. C'est très attentionné, ai-je dit d'une voix égale. Mais nous allons bien, n'est-ce pas, Robert? Parfaitement bien, a-t-il dit. En fait, nous prévoyons un petit voyage bientôt à la côte. Michael a jeté un regard à Emily. Un voyage maintenant? Je ne pense pas que ce soit prudent avec ta santé et tout le reste. Tout va bien, ai-je interrompu. Nous pouvons partir quand nous le voulons. Emily a souri finement, les yeux froids. Alors laissez-moi vous aider à le réserver. Pas la peine, les jeux coupés. Nous pouvons nous en occuper nous-mêmes. Le reste du dîner fut tendu. Chaque mot était chargé de sous-entendus. Quand j'ai apporté le dessert, un cheesecake, Michael a dit, j'ai parlé à un avocat. Il a dit que nous pouvions mettre en place une procuration complète pour moi. Juste en cas d'urgence. Quel genre d'urgence, a demandé Robert calmement. Par exemple, si l'un de vous devait être hospitalisé, ou si la mémoire de maman empirait. De cette façon, je pourrais prendre les décisions médicales et financières pour vous. J'ai regardé mon fils, le même visage que j'avais autrefois tenu dans mes mains, le visage que j'avais photographié à sa remise de diplôme, et tout ce que je voyais était un étranger. Pas besoin de ça, mon fils, ai-je dit. Nous avons récemment mis à jour nos papiers et même changé les bénéficiaires de l'assurance. Michael s'est figé. Changer comment? Rien de majeur, juste pour s'assurer que tout est clair au cas où quelque chose arriverait. Emily a posé une main sur son bras comme pour le calmer. C'est toujours bien de revoir les papiers, a-t-elle murmuré. Votre avocat, Marc, celui que vous avez recommandé, a été très utile, a menti Robert avec aisance. Il n'y avait pas de Marc, mais la mention les a déstabilisés. Vers 22 heures, Michael a regardé sa montre. Nous devrions y aller. Grosse journée demain.
Je savais que la vraie raison était qu'ils avaient besoin de temps pour repenser leur plan. Après une série de faux câlins et d'adieux creux, ils sont finalement partis. Quand la porte s'est fermée, nous nous sommes tous les deux effondrés sur des chaises, épuisés. Ils sont méfiants maintenant, a chuchoté Robert. Ils savent que quelque chose a changé. J'ai hoché la tête en prenant l'enregistreur. Nous avons réécouté toute la soirée. Tout était clair. Michael et Emily étaient toujours déterminés, mais nos actions récentes, la visite chez le médecin, le changement d'accès au compte, la mention du testament les avait rendus prudents. Ils vont agir bientôt, a dit Robert. Ils ne peuvent plus attendre très longtemps. Nous avons besoin de plus de preuves, ai-je répondu. Cet enregistrement aide, mais ce n'est pas suffisant pour la police. Si nous les confrontons maintenant, ils nieront tout et seront encore plus prudents. Cette nuit-là, nous avons vérifié les serrures 2 fois avant de nous coucher. Pourtant, j'ai gardé mon téléphone près de mon oreiller et j'ai calé une chaise contre la porte de la chambre. Des précautions que je n'aurais jamais imaginé devoir prendre contre mon propre fils. Le lendemain matin, le bruit d'une voiture s'arrêtant devant la maison m'a réveillé en sursaut. J'ai couru à la fenêtre et j'ai vu Emily sortir seule d'un SUV noir à 8 heures du matin, un jour de travail où elle aurait dû être au bureau. Robert, ai-je appelé d'urgence. Emily est là. Il a sauté du lit, encore à moitié endormi. Où est Michael? Je ne sais pas. Je vais ouvrir la porte, mais reste près de moi. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai essayé de me calmer en descendant les escaliers. Pourquoi viendrait-elle si tôt sans prévenir? J'ai ouvert la porte avant qu'elle ne puisse sonner. Elle a semblé surprise une seconde, puis a rapidement affiché son sourire poli. Suzanne, désolé de passer si tôt. J'étais en route pour le travail et j'ai pensé m'arrêter pour déposer des documents que Michael a préparés pour vous. Elle tenait un dossier jaune. Quel document? Ai-je demandé, sans le prendre. Juste cette procuration dont nous avons parlé hier soir et quelques articles sur les traitements précoces de la maladie d'Alzheimer pour aider à ralentir la progression. Michael est vraiment inquiet pour vous. J'ai fixé le dossier dans ses mains. Un piège. C'était ça. Je pouvais le sentir. Il contenait probablement des papiers falsifiés avec ma signature, tout comme la fausse police d'assurance que nous avions découverte. Entre. Ce sera plus facile de les parcourir ensemble, ai-je dit, en gardant un ton calme. Emily a hésité un instant. En fait, je suis déjà en retard pour le travail. Je voulais juste les déposer pour que vous les lisiez. C'est bon. Entre, ai-je insisté, en ouvrant plus grand la porte. Robert vient de faire du café frais. 5 minutes ne feront pas de mal. À contre-cœur, elle est entrée. Je l'ai conduite à la cuisine où Robert était assis, faisant semblant d'être détendu avec sa tasse de café. Emily, quelle belle surprise, a-t-il dit chaleureusement. Elle a apporté des documents à signer pour nous, ai-je expliqué, en insistant sur le mot « nous ». Robert a compris instantanément. Super. Jetons un coup d'œil. La tension d'Emily a augmenté alors que Robert ouvrait le dossier et commençait à feuilleter les pages. Je l'observais attentivement. Ses yeux suivaient chaque mouvement qu'il faisait, ses doigts tapotant nerveusement sur la table. Eh bien, c'est intéressant, a dit Robert après quelques minutes. Cette procuration donne à Michael le contrôle total sur nos décisions financières et médicales. Légalement, cela nous laisserait presque sans voix dans nos propres vies. C'est juste une précaution, a répondu rapidement Emily. À cause de votre état? Quel état, ai-je demandé sèchement. Les pertes de mémoire, la confusion, a-t-elle balbutié, réalisant qu'elle s'enfonçait. Michael a dit qu'il l'avait remarqué plusieurs fois. Étrange, ai-je dit. Le docteur Parker n'a rien remarqué hier. Les médecins peuvent se tromper, a-t-elle rétorqué. C'est pourquoi il est bon d'avoir un deuxième avis. Robert a posé le dossier et l'a poussé vers elle. Merci, mais nous ne signerons rien. En fait, nous sommes déjà en train de révoquer l'autorisation de l'année dernière. Le visage d'Emily s'est figé une seconde avant qu'elle ne force un sourire poli. Mais Michael veut juste aider. Nous comprenons, ai-je dit d'une voix égale. Mais nous aimerions gérer nos propres vies. Elle s'est levée brusquement. Je dois vraiment y aller. Je suis en retard. Bien sûr, ai-je dit en la raccompagnant à la porte. Dis à Michael que nous l'appellerons pour en discuter plus tard. Quand la porte s'est fermée,
Robert m'a regardé. Nous avions tous les deux compris. Ils accélèrent les choses, a-t-il chuchoté. Exactement, ai-je hoché la tête. Ce qui signifie que nous devons agir maintenant. Nous avons examiné les documents qu'Emily avait apportés. Comme nous le soupçonnions, la procuration accordait à Michael un contrôle absolu sur nos biens, nos comptes bancaires et même nos décisions médicales. Il y avait aussi un formulaire d'admission volontaire pour un centre de soins de la mémoire, essentiellement une maison de retraite pour les patients atteints de démence sévère, avec une ligne de signature vierge prête à être remplie. Ils ne font même plus semblant, a dit Robert, les mains tremblantes. C'est pratiquement une condamnation à mort. Bien, ai-je répondu, le surprenant. Plus c'est clair, plus nos preuves sont solides. J'ai photographié chaque page, fait des copies numériques et les ai envoyées par email à Stella, la seule amie en qui j'avais entièrement confiance en dehors de la famille. J'ai brièvement expliqué la situation et lui ai demandé de tout garder confidentiel. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? A demandé Robert. Nous avons besoin d'un plan. Clairement, ils agissent plus vite. Nous avons décidé de consulter un expert juridique, pas encore la police, car nous manquions encore de preuves suffisantes admissibles, mais un avocat qui pourrait nous aider à protéger à la fois nos biens et nos vies. Nous avons choisi une avocate sans lien avec Michael, Laura Bennett, spécialisée en droit de la famille et en droit pénal. Cet après-midi-là, nous sommes allés à son bureau en ville et lui avons tout raconté, les messages, les retraits bancaires, l'assurance falsifiée, les dossiers médicaux modifiés et les papiers qu'Emily avait livrés ce matin-là. Laura a écouté attentivement, prenant des notes détaillées et posant des questions précises. Quand nous avons fini, elle a pris une profonde inspiration. Vous êtes confronté à plusieurs crimes graves ici, falsification, fraude, tentative de vol d'actifs, et ce qui semble être un complot en vue de commettre un meurtre. Avons-nous assez de preuves pour aller à la police, a demandé Robert. Les messages textes sont votre preuve la plus solide, a-t-elle dit. Mais comme vous y avez accédé depuis le téléphone d'Emily sans son consentement, il pourrait ne pas tenir légalement. Cependant, étant donné le niveau de danger, je crois que nous pouvons monter un dossier solide. Quelle est la première étape? Ai-je demandé. Dès maintenant, je vais préparer des documents pour révoquer toutes les autorisations antérieures et bloquer la possibilité de nouvelles, à moins que vous ne soyez tous les deux présents avec un avocat indépendant. Je vais également faire notarier une déclaration confirmant que vous êtes tous les deux mentalement compétents et juridiquement capables. Ensuite, nous déposerons une plainte officielle avec toutes les preuves que vous avez. Nous avons passé près de 2 heures à signer des papiers, à faire des déclarations et à planifier les prochaines étapes. Laura était méticuleuse, ne manquant rien. Finalement, elle a dit, maintenant vient la partie la plus importante, votre sécurité. Je vous conseille vivement de ne pas rentrer chez vous ce soir. Robert et moi avons échangé des regards mal à l'aise. Vous pensez que nous sommes en danger immédiat, ai-je demandé, bien que je connaisse déjà la réponse. D'après ce que vous m'avez dit, oui. La visite inattendue d'Emily ce matin montre qu'il se précipite. Je vous suggère de séjourner dans un hôtel pendant quelques jours sous un nom différent jusqu'à ce que nous obtenions une ordonnance de protection. Nous avons quitté son bureau avec un épais dossier et un sentiment d'urgence croissant. Nous sommes allés directement au poste de police pour déposer une plainte officielle. L'officier de service, un homme d'âge moyen nommé Charles Davis, a écouté notre histoire, son expression devenant de plus en plus grave. C'est extrêmement sérieux, a-t-il dit. Je vais assigner des enquêteurs immédiatement et organiser une surveillance discrète de votre domicile. Quand la recommandation de Laura de rester à l'écart a été mentionnée, il a hoché la tête. Je suis d'accord. Ne rentrez pas encore chez vous, mais laissez mon équipe installer d'abord des caméras de surveillance cachées. S'ils reviennent, nous aurons une preuve solide. Nous avons accepté. Nous ne rentrerions que brièvement pour faire nos valises pendant que la police installait le matériel, puis nous irions dans un hôtel sous de faux noms comme conseillé. Sur le trajet du retour, Robert regardait silencieusement par la fenêtre du taxi. En approchant de la maison, il a dit doucement, « Je n'aurais jamais pensé vivre pour avoir peur de mon propre fils. » J'ai serré sa main, incapable de trouver les mots. De loin, notre maison semblait aussi paisible que toujours. Les fenêtres, le petit jardin, la boîte aux lettres que Michael avait peinte quand il avait 16 ans. Difficile de croire que l'endroit qui symbolisait autrefois l'amour et la sécurité était maintenant le centre d'un complot de meurtre. Une équipe d'officiers en civil est arrivée dans une voiture banalisée. Ils sont entrés par la porte de derrière et ont installé de minuscules caméras dans le salon,
la cuisine, le couloir et les entrées. Les images seront diffusées directement au poste et surveillées 24 heures sur 24, ont-ils expliqué. Pendant qu'ils travaillaient, Robert et moi n'avons emballé que l'essentiel, quelques vêtements de rechange, nos médicaments, des documents importants. J'ai évité de regarder les photos de famille sur les murs. Chaque souvenir semblait maintenant empoisonné par la trahison. Tout est prêt, a dit un officier. Les caméras sont presque invisibles, mais de haute résolution. Si quelqu'un entre, nous le saurons instantanément. Il m'a tendu une carte avec un numéro. C'est notre ligne directe. Appelez immédiatement s'il se passe quoi que ce soit. Juste au moment où nous allions partir, mon téléphone a sonné. C'était Michael. J'ai regardé les officiers. L'un d'eux a hoché la tête, me faisant signe de répondre naturellement. Allô, maman. Où es-tu? Je suis passé à la maison et il n'y a personne. Mon cœur s'est serré. Il était déjà là. Nous sommes en train de faire des courses au centre commercial, ai-je menti? Il fallait que j'achète quelques trucs. Oh, vraiment? Je me suis juste inquiété, c'est tout. Vous sortez rarement tous les deux sans rien dire. Son ton était lisse. Entraîné. Ça m'a retourné l'estomac. C'était une décision de dernière minute. Nous serons bientôt de retour. Parfait. Parce que j'ai une surprise pour vous. J'attends à la maison. Je me suis figé. Une surprise. Ouais. J'ai apporté une bouteille de ton vin préféré. J'ai pensé qu'on pourrait s'asseoir et parler de ces papiers qu'Émilie a apportés ce matin. Un officier m'a fait signe de le faire parler. C'est si gentil, mon chéri. Nous serons à la maison dans une demi-heure environ. Super. Je serai là. Quand j'ai raccroché, les officiers ont immédiatement appelé une autre unité par radio. Le suspect est à l'intérieur de la maison. Maintenez la distance et gardez la surveillance active. L'officier en chef s'est tourné vers nous. Nous allons le laisser bouger librement pour l'instant. Voyons ce qu'il fait. S'il plante quelque chose poison, faux document, quoi que ce soit, les caméras le filmeront. Ce sera une preuve irréfutable. Le plan avait du sens. Mais l'idée que Michael se promène dans notre maison, possiblement en train de tendre un piège, m'a glacé le sang. Et s'il trouve les caméras? A demandé Robert. Peu probable, a répondu l'officier. Elles ont la taille d'un bouton de chemise, caché dans des endroits que personne ne remarquerait. De plus, nous avons des unités en civil stationnées dans le quartier. Nous avons attendu dans un café voisin, tendu et silencieux. Chaque minute semblait une heure. Je ne pouvais pas m'empêcher d'imaginer Michael à l'intérieur de la maison, plantant du poison, cachant de fausses preuves, fouillant dans nos affaires pour trouver quelque chose qu'il pourrait utiliser contre nous. Après environ 40 minutes, l'officier a reçu un appel, a hoché la tête plusieurs fois, puis s'est tourné vers nous. Nous avons quelque chose de gros. Nous sommes retournés en hâte au poste et avons été conduits dans une salle de surveillance tapissée d'écrans. Le lieutenant Davis était là, examinant les images de notre maison. M et Madame Miller, vous allez vouloir voir ça, a-t-il dit gravement. Sur l'écran, j'ai vu Michael entrer dans la cuisine avec 2 sacs en plastique. Il a regardé attentivement autour de lui, s'assurant que personne n'était là, puis a commencé à travailler méthodiquement. Il a sorti plusieurs flacons de pilules et a mélangé leur contenu à nos médicaments dans l'armoire. Puis il a ouvert une bouteille de vin, la surprise, qu'il avait mentionnée, et y a versé une petite quantité de poudre blanche, la secouant vigoureusement avant de la refermer. Enfin, il a sorti un petit appareil de son sac et l'a fixé sous la table. On dirait un microphone ou une caméra cachée, a noté un officier. J'ai couvert ma bouche, incapable de parler, regardant mon propre fils préparer calmement nos morts. C'était une douleur au-delà des mots. Nous avons assez de preuves maintenant, a dit le lieutenant Davis. J'autorise l'arrestation immédiate de Michael Miller et Emily Miller. Et ce qu'il a mis dans l'armoire à pharmacie, a demandé Robert, la voix tremblante. Nous l'enverrons au laboratoire, mais il semble s'agir de médicaments à haute dose qui pourraient causer de graves dommages. La poudre dans le vin semble être un sédatif puissant. Davis a posé une main rassurante sur mon épaule. Madame Miller, je sais que c'est déchirant, mais vous devez comprendre que votre fils a directement essayé de vous tuer tous les deux. Si vous étiez rentré à la maison et aviez bu ce vin aujourd'hui. J'ai fondu en larmes. La vérité m'a frappé comme un coup physique.
Il ne s'agissait plus de messages ou de soupçons. C'était réel. Je venais de voir mon fils nous empoisonner dans la même cuisine où il prenait autrefois les dîners de famille. Que se passe-t-il maintenant? A demandé Robert, me tenant fermement. Nous les arrêterons tous les deux aujourd'hui, a répondu le lieutenant. Avec ces images, ils n'ont aucune chance. Il nous a assuré que nous étions en sécurité, mais nous a conseillé de rester à l'hôtel quelques jours de plus. Nous avions à peine quitté le poste quand une policière s'est précipitée. Lieutenant Davis, une mise à jour. Michael et Emily sont actuellement à la résidence des Miller. Ils semblent agités, les cherchant probablement. Davis a immédiatement donné l'ordre. Une unité tactique. Préparez-vous. Allez-y maintenant. Puis il s'est tourné vers nous. Ils ont probablement réalisé que quelque chose ne va pas puisque vous n'êtes pas revenu comme prévu. Il est temps de procéder aux arrestations. Pouvons-nous venir, me suis-je entendu demander, à moitié terrifié, à moitié déterminé. Une partie de moi voulait fuir et ne plus jamais les revoir. Mais une autre partie, la plus forte, avait besoin de voir la fin. Davis a hésité, puis a hoché la tête. Vous pouvez monter dans la voiture de patrouille, mais restez à l'intérieur et n'intervenez en aucun cas. Sur le chemin, mon cœur battait si fort que ça faisait mal. Je ne pouvais pas m'arrêter de penser, comment mon fils était-il devenu quelqu'un capable de comploter le meurtre de ses parents? Quand nous sommes arrivés, plusieurs voitures de police encerclaient déjà la maison. À la radio, nous avons entendu que Michael et Emily étaient toujours à l'intérieur, se disputant bruyamment. Ils savent que quelque chose ne va pas, a dit un officier. Ils n'arrêtent pas d'appeler les téléphones des parents. En effet, mon téléphone avait sonné plusieurs fois. C'était Michael, mais je l'ai ignoré comme on me l'avait demandé. Le lieutenant Davis coordonnait par sa radio, calme et ferme. Toutes les unités prêtes. 3, 2. 1, go. La porte d'entrée s'est ouverte en grand. Michael est sorti en courant. Emily juste derrière lui, tous deux portant des sacs à dos, les yeux balayant frénétiquement les environs avant de se diriger vers une voiture dans l'allée. Ils essaient de fuir, a murmuré Robert. Des officiers ont surgi de toutes les directions. Police. Les mains en l'air. Les cris ont résonné dans la rue. J'ai vu le visage de Michael se figer, les yeux d'Emily écarquillés de panique. Pendant un instant, il a semblé qu'il pourrait courir, mais réalisant qu'il n'y avait pas d'échappatoire, il a lentement levé les mains. Ils ont été menottés et conduits dans des voitures de patrouille séparées. C'était fini en quelques secondes, comme une scène de film. Le lieutenant Davis s'est approché de notre voiture. C'est fait. Ils sont en état d'arrestation. Les chefs d'accusation incluent complot en vue de commettre un meurtre, falsification et fraude. Nous avons saisi le vin et les médicaments comme preuve. À travers la vitre, j'ai vu Michael être emmené, les mains menottées derrière lui, assis à l'arrière d'une voiture de police. Ses yeux ont croisé les miens un bref instant. Aucun remords, seulement de la colère et de l'incrédulité d'avoir été attrapé. Je n'ai ressenti aucun soulagement. Je n'ai ressenti aucun triomphe, seulement un vide creux, comme si une partie de mon âme était morte avec le fils que j'avais autrefois aimé. Quand nous sommes retournés au poste de police, nous avons signé des déclarations supplémentaires. Dans les sacs à dos de Michael et Emily, les officiers ont trouvé des preuves irréfutables, des pilules correspondant à celles placées chez nous, un autre pot de la même poudre blanche utilisée dans le vin, des billets d'avion pour un vol international prévu pour le lendemain, et plusieurs milliers de dollars en espèces. Ils se préparaient à fuir, a dit le lieutenant Davis. Le plan était clairement de vous empoisonner tous les deux, puis de disparaître avant que quiconque ne le remarque. Robert m'a tenu la main fermement. Chaque détail ressemblait à un autre couteau s'enfonçant plus profondément dans mon cœur. Voulez-vous le voir, a demandé Davis une fois les formalités administratives terminées. Ils sont détenus séparément. Robert a secoué la tête. Il n'était pas prêt, et je comprenais. Mais en moi montait une étrange envie, un besoin de voir mon fils une dernière fois. Je veux voir Michael, ai-je dit, et la pièce est devenue silencieuse. Davis m'a conduite dans un couloir froid jusqu'à une petite pièce avec une table et 2 chaises. Nous observerons à travers la vitre. Si vous vous sentez mal à l'aise, faites-nous simplement un signe et nous arrêterons immédiatement. J'ai hoché la tête, m'asseyant et essayant de calmer mes mains tremblantes. Quelques minutes plus tard, la porte s'est ouverte. Michael est entré menotté,
les cheveux en désordre, le visage pâle. Il avait l'air d'avoir 10 ans de plus que ce matin-là. L'officier l'a assis en face de moi, puis est sorti. Nous nous sommes regardés en silence pendant près d'1 minute. On m'a piégé, a-t-il dit en premier, sa voix basse et amère. C'est un malentendu. Arrête de mentir, ai-je répondu calmement. C'est fini. Il a détourné le regard, la mâchoire serrée. Que veux-tu que je dise? Je veux savoir pourquoi. Pourquoi nous as-tu fait ça? Michael a laissé échapper un rire froid. Tu ne comprendrais pas, et c'est moi, ai-je dit doucement. J'ai tout le temps du monde pour écouter. Il m'a regardé droit dans les yeux, son regard plus froid que je ne l'avais jamais vu. L'argent, maman. C'est toujours une question d'argent. Toi et papa aviez tout, une maison, des pensions, des investissements, une assurance, et pourtant vous n'en faisiez rien. Vous vivez cette vie terne et frugale comme si vous alliez vivre éternellement. Ces mots m'ont poignardé, mais je suis resté calme. C'est donc ta raison pour nous tuer? L'idée venait d'Émilie, a-t-il dit sèchement. Elle travaille dans la finance, c'est exactement ce que vous valez tous les deux, et en a eu marre d'attendre. Pourquoi attendre des décennies pour hériter quand on pourrait vivre la vie qu'on mérite maintenant? C'est ce qu'elle a dit. Et tu as accepté? Il a haussé les épaules. Au début, non. Mais elle m'a convaincu que c'était pour le mieux pour tout le monde. Vous êtes vieux. Vous tomberez malade un jour. Je voulais juste vous libérer. Tuer tes parents, c'est les libérer, ai-je sifflé entre mes dents. Vous n'auriez pas ressenti de douleur, a-t-il dit presque nonchalamment. Juste boire le vin, s'endormir et ne jamais se réveiller. Paisible, sans souffrance. Comme la bouteille que tu as apportée aujourd'hui, ai-je demandé. Il est resté silencieux. Après un moment, il a marmonné, comment l'as-tu découvert? Les textos sur le téléphone d'Émilie, c'est ça? Cet idiot de technicien. Oui, les textos. Mais même sans eux, nous l'aurions découvert un jour ou l'autre. Tu n'es pas aussi malin que tu le penses, Michael. Il s'est redressé, les menottes cliquetant. Et maintenant? Tu vas envoyer ton propre fils en prison. J'ai rencontré son regard. Tu prévois de nous tuer, de mettre en scène un accident et d'appeler ça de la pitié? Les seules personnes qui auraient souffert, c'était nous, a-t-il rétorqué avec des yeux vides. Au moins, j'aurai enfin la vie que je mérite. J'ai répété lentement, la vie que tu mérites. Puis j'ai regardé le visage de l'enfant que j'avais autrefois aimé, cherchant quelque chose, du regret, de l'humanité, mais il ne restait rien. Je ne te reconnais plus, ai-je chuchoté. Le fils que nous avons élevé, aimé et protégé toutes ces années. Où est-il passé? Pendant un bref instant, une émotion a vacillé sur son visage. Je suis toujours là. J'ai juste grandi. J'en ai marre d'attendre mon tour. Je me suis levé, rencontrant ses yeux. Tu auras le meilleur avocat que l'argent puisse acheter. Ton père et moi paierons pour ça. C'est la dernière chose que nous ferons pour toi en tant que parent. Mais n'attends rien de plus, Michael. Ce que tu as fait ne pourra jamais être défait. Je me suis tourné pour partir, mais il m'a appelé. Tu ne comprends pas. Je voulais juste une vraie chance de vivre. Je me suis arrêté, lui ai jeté un dernier regard. Nous t'avons donné toutes les chances, éducation, amour, soutien. Ce que tu en as fait, c'était ton choix. Et c'est ce que tu as choisi. Je suis sorti de la salle d'interrogatoire, chaque pas plus lourd que le précédent. Dans le couloir, Robert attendait, les yeux rouges, le visage strié de larmes. Qu'est-ce qu'il a dit, a-t-il demandé, la voix tremblante. La vérité, ai-je répondu. Tout était une question d'argent. Nos morts étaient sa façon d'avoir la vie qu'il pensait mériter. Robert a fermé les yeux, son visage s'effondrant sous une douleur insupportable. Comment n'avons-nous pas vu ça? Comment l'avons-nous laissé devenir ça? Je n'avais pas de réponse. Cette question me hantait aussi. Comment deux parents qui avaient guidé leur enfant à chaque étape de la vie, lui avaient appris le bien du mal, célébré chaque succès, pouvaient-ils élever quelqu'un d'assez froid pour planifier leur meurtre? Nous avons quitté le poste en silence et sommes retournés à notre hôtel. Robert parlait à peine, perdu dans ses pensées. Je savais qu'il rejouait chaque souvenir de Michael, essayant de déterminer où les choses avaient mal tourné. À l'hôtel, un endroit petit mais calme en centre-ville, nous avons demandé une chambre avec 2 lits.
Aucun de nous ne l'a dit à voix haute, mais nous comprenions tous les deux que nous avions besoin d'espace cette nuit-là. La douleur était trop personnelle, trop profonde pour être partagée, même avec la personne avec qui j'avais passé toute ma vie. Je me suis allongé, épuisé, mais incapable de dormir. Les images de Michael enfant se superposaient à celles de lui versant du poison dans le vin, se fondant en un cauchemar éveillé auquel je ne pouvais échapper. Quand je me suis enfin endormi, mon sommeil était agité, rempli de rêves décousus. Moi courant sans fin dans un couloir, poursuivi par des ombres portant le visage de mon fils. Je me suis réveillé en sursaut au son de mon téléphone. C'était le lieutenant Davis. « Madame Miller, je suis désolé d'appeler si tôt, mais nous avons besoin que vous veniez au poste immédiatement. » Il y a eu un nouveau développement. Son ton sérieux m'a noué l'estomac. Que s'est-il passé? Il vaut mieux que j'explique en personne. Veuillez venir dès que possible. J'ai réveillé Robert et lui ai expliqué brièvement. 30 minutes plus tard, nous étions au poste. Davis attendait, le visage tendu. Merci d'être venu si vite. J'ai des nouvelles importantes. Qu'est-ce que c'est? A demandé Robert. Emily Miller a demandé une négociation de peine en échange de son témoignage. Elle a accepté de témoigner contre Michael. Ma gorge s'est serrée. Qu'a-t-elle dit? Selon sa déclaration, le plan initial était juste financier, déplacer de l'argent, prendre le contrôle des biens. L'idée de vous tuer n'est apparue qu'il y a quelques mois, quand Michael a commencé à craindre que vous ne découvriez tout. Robert a serré ma main. Et, a poursuivi Davis, Emily a également affirmé que Michael prévoyait de la tuer ensuite pour garder tout l'argent pour lui. Ma bouche s'est ouverte. Mon fils prévoyait de tuer sa propre femme? C'est ce qu'Emily dit. Elle a trouvé des messages entre lui et une autre femme, discutant de la façon dont ils se partageraient l'argent une fois qu'Emily serait éliminée. J'ai fermé les yeux, luttant pour digérer cette nouvelle couche de cruauté. Non seulement mon fils avait prévu de nous assassiner, mais il était prêt à détruire quiconque se mettait en travers de son chemin. Il y a plus, a dit Davis, son ton encore plus grave. Les résultats de la police scientifique montrent que la poudre contenait une toxine dangereuse capable de provoquer un arrêt cardiaque, et nous avons des preuves qu'il la testait déjà. La testait, a répété Robert, abasourdi. Des échantillons de cheveux de vous, Madame Miller, contenaient des traces de la même toxine, probablement administrée à petite dose au fil du temps pour imiter des symptômes naturels. Cela explique la fatigue, l'insomnie et les vertiges que vous avez ressentis. Ils ne venaient pas de l'âge ou du stress. C'étaient les premiers signes d'empoisonnement. La pièce a tourné autour de moi. Je me suis agrippé au bord de la table pour ne pas m'effondrer alors que l'horreur s'installait. Mon fils m'empoisonnait depuis des mois. Depuis combien de temps, ai-je demandé faiblement. Au moins 3 mois, a-t-il dit. J'ai repensé à chaque mal de tête, chaque vertige, chaque nuit blanche que j'avais mis sur le compte de l'âge. C'était lui, mon fils. Étais-je M. Miller? Davis s'est tourné vers Robert. Je me sens bien, a dit Robert doucement. Même ainsi, a répondu Davis, je vous suggère de vous faire tester aussi. S'il a commencé avec Suzanne, vous étiez peut-être le suivant. Nous avons quitté le poste en nous sentant pire que jamais. L'idée que Michael n'avait pas seulement planifié, mais avait déjà commencé, était insupportable. Chaque repas, chaque tasse de café qu'il avait apporté, chaque pilule que j'avais prise sur son rappel, n'importe lequel d'entre eux aurait pu faire partie de son plan. Nous devons aller à l'hôpital, a dit Robert. Nous devons nous assurer que tu vas bien. À l'hôpital, après avoir tout expliqué, nous avons été rapidement soumis à des tests. Les médecins ont prélevé des échantillons de sang et de cheveux et ont effectué plusieurs examens, nous gardant en observation toute la journée. Les résultats l'ont confirmé. Des traces de laurier rose ont été trouvées dans mon système, bien qu'à des niveaux pas encore assez élevés pour causer des dommages permanents. Robert était complètement indemne, ce qui signifiait que Michael s'était concentré sur moi en premier, probablement à cause de mon antécédent de cancer, sachant que ma mort semblerait naturelle. Vous avez beaucoup de chance, a dit le médecin. Nous l'avons attrapé à temps. La toxine n'a pas causé de dommages irréversibles. Avec un traitement et du repos, vous vous rétablirez complètement. Chanceuse? Quel mot amer. J'étais chanceuse d'avoir découvert que mon fils me tuait avant qu'il ne réussisse. Dans les jours qui ont suivi, l'affaire s'est répandue partout.
Les médias ont fait la une sur le fils qui a empoisonné ses parents pour de l'argent. C'était sur tous les écrans de télévision, tous les flux sociaux. Les journalistes ont envahi l'hôtel, appelant sans cesse. Tout le monde voulait notre histoire, mais je les ai tous refusés. Notre douleur n'était pas un spectacle à consommer pour les autres. L'avocate Laura est devenue notre porte-parole, gérant toutes les questions juridiques et protégeant notre vie privée. Elle a annoncé que Michael était accusé de tentative de meurtre avec préméditation, avec des charges supplémentaires pour empoisonnement et fraude. S'il était reconnu coupable, il pourrait passer des décennies en prison. Une semaine après les arrestations, nous avons enfin eu la force de rentrer chez nous. La police avait retiré tout le matériel de surveillance, mais a gardé le système d'alarme connecté directement au poste, juste au cas où, a dit le lieutenant Davis. Franchir cette porte d'entrée a été la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. Chaque pièce portait des souvenirs, certains beaux, d'autres maintenant insupportables. Dans le salon, des photos de famille tapissaient le mur. Michael le premier jour d'école. Michael tenant son trophée de natation. Michael et Emily le jour de leur mariage. Autrefois symbole de bonheur, ils ressemblaient maintenant à des fantômes se moquant de nous. Robert a lentement fait le tour de la maison, touchant chaque cadre, chaque objet, comme pour essayer de réconcilier le passé avec le présent. Nous devons déménager, a-t-il dit doucement. Je ne peux pas vivre ici, pas dans l'endroit où tout s'est passé. J'ai hoché la tête en silence. Notre maison, autrefois un havre de paix, était maintenant imprégnée de trahison et de peur. Cette nuit-là, allongés côte à côte dans le noir, nous tenant la main, Robert a demandé, comprendrons-nous jamais cela? Comment notre fils est-il devenu ce qu'il est devenu? J'ai répondu, honnêtement, je ne sais pas. Peut-être que certaines choses n'ont jamais de réponse. Peut-être que certaines personnes choisissent simplement le mauvais chemin, peu importe comment elles sont élevées. Je lui ai parlé tant de fois, a chuchoté Robert, de l'honnêteté, de la responsabilité, de la famille. Pourquoi cela n'a-t-il pas suffi? J'ai serré sa main. Peut-être que pour certaines personnes, rien n'est jamais assez. Peut-être que le vide en eux ne peut jamais être comblé. Nous sommes restés silencieux pendant un long moment. Finalement, Robert a demandé, que faisons-nous maintenant? Comment continuons-nous après tout ça? C'était la question dans mon cœur aussi. Comment reconstruire quand les fondations ont été brisées par votre propre sang? Comment faire à nouveau confiance quand celui qui vous a trahi était la personne que vous aimiez le plus? Un jour à la fois, ai-je chuchoté. Nous recommençons ailleurs, en nous appuyant l'un sur l'autre pour survivre. Dans les semaines qui ont suivi, nous nous sommes concentrés sur notre sécurité et sur notre stabilisation alors que l'affaire progressait. Emily a conclu un accord avec le bureau du procureur, acceptant de témoigner contre Michael en échange d'une peine réduite. Michael, cependant, a nié toutes les accusations principales, affirmant que ce n'était qu'un malentendu familial et que les preuves avaient été fabriquées. 2 mois après son arrestation, nous avons reçu une lettre de prison. Robert voulait la brûler sans l'ouvrir, mais quelque chose en moi m'a poussé à lire ce que mon fils avait à dire. La lettre était courte, écrite d'une écriture que je reconnaîtrais n'importe où. Maman et papa, je sais que vous ne voulez probablement pas de mes nouvelles, mais je dois dire ceci. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait par amour. Oui, je voulais de l'argent, la liberté, mais je voulais aussi vous épargner la douleur de vieillir, de la dépendance, de perdre votre dignité. Je ne demande pas le pardon. Je sais que ce que j'ai fait est impardonnable, mais s'il vous plaît, comprenez que ce n'était pas par haine. C'était par ambition. Peut-être par cupidité, mais aussi par une sorte d'amour tordu. Un jour, quand vous serez prêt, j'espère que nous pourrons nous revoir. J'ai lu la lettre 3 fois, essayant de trouver une once de sincérité, une trace de l'enfant que j'avais autrefois connu. Mais tout ce que j'ai vu, c'était de la manipulation, une autre tentative de justifier l'impardonnable. Par amour, ai-je murmuré en pliant le papier. Il voulait nous tuer par amour. Robert l'a lu aussi, puis a secoué la tête tristement. Il ne comprend toujours pas, et peut-être qu'il ne comprendra jamais. J'ai placé la lettre dans un tiroir et n'ai pas répondu. Peut-être qu'un jour, quand la douleur ne sera plus si vive, quand je pourrai penser à Michael sans être déchiré entre l'amour et la trahison, je trouverai les mots pour répondre. Mais pas maintenant, pas tant que la blessure saigne encore. Les mois suivants se sont écoulés dans un flou d'audience au tribunal, de séances de thérapie et du lent et douloureux processus de reconstruction d'une vie.
Nous avons vendu la maison pour bien moins que sa valeur juste pour en finir et avons déménagé dans le petit appartement en ville. C'était plus simple, mais au moins il n'était pas hanté par les souvenirs. Le procès de Michael était prévu 3 mois plus tard. L'accusation avait un dossier en béton, message texte, images vidéo de notre maison, rapport toxicologique confirmant un empoisonnement prolongé, le témoignage d'Emily et les documents falsifiés. La condamnation semblait inévitable. Pourtant, l'idée de témoigner contre notre propre fils me terrifiait. Comment pourrais-je me tenir au tribunal et dire au monde entier que mon enfant avait prévu de nous tuer? Comment pourrais-je le regarder dans les yeux pendant que mes paroles déterminaient le reste de sa vie? Nous en avons parlé de nombreuses fois avec notre thérapeute, Dr Martha, que nous voyons chaque semaine depuis que tout était arrivé. Vous n'êtes pas responsable de ces actions, nous rappelait-elle toujours. Votre témoignage n'est pas une trahison. C'est la vérité. Mais c'est toujours notre fils, a dit Robert. Quoi qu'il arrive, c'est notre fils. Oui, a-t-elle répondu doucement. Et c'est aussi un adulte qui a choisi une voie criminelle. Les deux vérités peuvent exister en même temps. Un après-midi, en déballant quelques boîtes non ouvertes dans le nouvel appartement, j'ai trouvé un vieil album photo. Je me suis assise par terre, tournant les pages. Des photos de Michael bébé, écolier, adolescent, toujours souriant, toujours entouré de notre amour. Sur une photo, il avait environ 5 ans, tenant un dessin de 3 bonshommes allumettes sous un soleil avec les mots tordus, pour la meilleure maman du monde. J'ai fondu en larmes. Où était passé ce petit garçon? Quand s'était-il transformé en quelqu'un capable de planifier nos morts? Robert m'a trouvé en train de pleurer par terre, serrant l'album. Il s'est assis à côté de moi et a passé son bras autour de mes épaules. Nous sommes restés comme ça, pleurant l'enfant que nous avions perdu, non pas à la mort, mais aux ténèbres qui avaient consumé son âme. La semaine suivante, Stella, mon amie de la bibliothèque, celle qui m'avait aidé à rassembler des preuves contre Michael, est passée à l'improviste. Elle portait une pile de vieux journaux. Suzanne, Robert, a-t-elle dit, sa voix tremblant entre l'excitation et l'inquiétude. J'ai trouvé quelque chose. Vous devez voir ça. C'était d'une petite ville du sud, datée de 5 ans plus tôt. La une disait, un homme âgé meurt dans des circonstances mystérieuses. Sa nièce hérite de toute la succession. La police soupçonne un empoisonnement mais a classé l'affaire faute de preuves. J'ai froncé les sourcils. Qu'est-ce que c'est? Stella a montré une photo à côté de l'article. La jeune femme interviewée était sans aucun doute Emily, des années plus jeune, mais clairement elle. Avant de déménager ici et de changer de nom, elle avait été Carolina Sanders. L'homme décédé était son oncle, qui l'avait élevé après la mort de ses parents. Robert a parcouru les coupures. Elle a tout hérité. La police soupçonnait un empoisonnement mais n'a pas pu le prouver. Exactement, a acquiescé Stella. Et savez-vous quelle était la toxine suspectée? Le laurier rose. Un frisson m'a parcouru l'échine. La même toxine trouvée dans ton système, Suzanne, a-t-elle dit. La même que Michael a mélangée dans le vin. La vérité était cruelle et sans équivoque. Emily n'était pas seulement une complice. Elle était le cerveau de l'opération. Elle l'avait déjà fait, savait comment faire, connaissait le dosage, et avait entraîné Michael sur le même chemin sanglant. Pourquoi nous apporter ça maintenant, a demandé Robert. Parce que son accord avec l'accusation est sur le point d'être finalisé, a expliqué Stella. Elle pourrait n'avoir que quelques années, même si elle a peut-être déjà tué. Ce n'est pas juste. Nous avons immédiatement apporté cette découverte à notre avocate, Laura. Elle a contacté le bureau du procureur sur le champ. L'enquête sur la mort de l'oncle d'Emily a été rouverte, et la police a commencé à examiner la possibilité de victimes supplémentaires. En quelques semaines, son accord de plaidoyer a été suspendu. Dans son appartement, les officiers ont trouvé un journal détaillé décrivant son plan pour nous tuer, des notes sur l'empoisonnement de son oncle, et même son intention d'éliminer Michael ensuite pour garder tous les biens. Le tableau complet était plus horrible que nous n'aurions pu l'imaginer. Emily était une sociopathe qui avait manipulé Michael pour qu'il devienne son pion, puis prévoyait de se débarrasser de lui une fois qu'elle aurait obtenu ce qu'elle voulait. Quand Michael a appris la nouvelle lors de l'audience préliminaire, il s'est complètement effondré. Son avocat a dit qu'il avait enfin compris l'étendue de sa manipulation, bien que cela n'efface pas ses crimes. C'est à ce moment-là que Robert et moi avons décidé de rendre visite à Michael en prison. Non pas pour lui pardonner,
il était bien trop tôt pour cela, si le pardon était même possible, mais pour faire face à la vérité et essayer de comprendre comment tout avait si mal tourné. La prison était froide et lourde de silence. Nous avons suivi le gardien dans un long couloir jusqu'à la salle de visite. Quand la porte s'est ouverte, Michael est entré, les mains menottées, portant une combinaison orange. Ma poitrine s'est serrée. Il avait l'air plus mince, plus pâle, avec de profondes ombres sous les yeux, tellement plus vieux que 35 ans. Au moment où il nous a vus, des larmes ont coulé sur son visage. « Maman, papa » a-t-il roqué. « Nous sommes là » a dit simplement Robert, s'asseyant en face de lui. Il n'y avait rien de plus à dire. La distance entre nous semblait infinie. Pourtant, être là, offrir une parcelle de chaleur humaine, comptait pour lui et pour nous. « Je suis désolé » a-t-il dit après un moment. « Pour tout. Je sais que ça ne veut plus rien dire maintenant, mais je devais le dire. » J'ai remarqué le bandage à son poignet. « Pourquoi as-tu essayé de te faire du mal ?» Il a baissé les yeux. « Parce que j'ai enfin compris, pas seulement le plan, les mensonges, la manipulation, mais la douleur que je vous ai causée. J'ai tout détruit. Et je sais que je ne peux pas réparer ça. » Pour la première fois depuis le début de tout cela, j'ai vu quelque chose de réel dans ses yeux. Pas de l'apitoiement ou du déni, mais une conscience sincère de la culpabilité. « Tu as raison » a dit Robert doucement mais fermement. « Certaines choses ne peuvent pas être réparées. Mais ça ne veut pas dire que tu dois abandonner. »« Qu'est-ce qu'il me reste si je n'abandonne pas ?» a demandé Michael. « La vie » ai-je répondu. « Une vie imparfaite et douloureuse derrière ces murs, mais une vie quand même. Une chance, aussi petite soit-elle, de faire quelque chose de bien. » Nous ne sommes restés qu'environ une demi-heure. Nous n'avons pas promis de revenir. Nous n'avons pas parlé de pardon. Nous avons juste dit au revoir, laissant derrière nous la faible esquisse d'un espoir fragile pour l'avenir. Sur le chemin du retour, Robert est resté silencieux pendant un long moment, puis a demandé, « Penses-tu que nous avons bien fait ?»« Je ne sais pas, » ai-je dit, mais je ne regrette pas d'y être allé. 5 ans après avoir découvert le complot de meurtre, Robert et moi avons célébré notre 45e anniversaire de mariage. Nous n'avons pas organisé une grande fête, juste un dîner intime à la maison avec quelques amis qui nous avaient soutenus pendant la tempête. En regardant Robert raconter des histoires qui faisaient rire tout le monde, j'ai réalisé quelque chose d'important. Nous avions retrouvé la joie. Pas la même joie qu'avant, mais une joie plus profonde, plus silencieuse et plus reconnaissante. Nous portions des cicatrices qui ne s'effaceraient jamais, mais nous étions en vie et nous avons choisi de continuer à croire en la lumière après les ténèbres. Nous avions affronté le pire que la vie pouvait nous offrir et nous étions toujours là, ensemble. Michael est resté en prison où il restera de nombreuses années. Après sa tentative de suicide, il a semblé trouver un nouveau but, tardif mais réel. Il a commencé à étudier le droit grâce à un programme d'éducation pour détenus, espérant un jour aider d'autres prisonniers. Nous lui rendions visite occasionnellement, pas souvent, mais assez pour maintenir un fil fragile de connexion. Emily, quant à elle, purgeait sa peine dans une prison de haute sécurité, refusant tout contact avec nous. D'après ce que nous avons entendu, elle niait toujours tout, blâmant tout le monde sauf elle-même. Quant à nous, nous avons appris à porter notre histoire sans la laisser nous définir. Lorsque nous rencontrions de nouvelles personnes, la vérité finissait par faire surface. Notre coin de banlieue n'était pas grand, et l'affaire avait autrefois choqué la communauté, mais la plupart des gens ont fait preuve de compassion et de respect pour la douleur que nous avons endurée. Parfois, je me réveille encore au milieu de la nuit, me souvenant de ce moment dans la boutique de réparation où Tom a tourné l'écran du téléphone vers moi et où mon monde s'est effondré. Parfois, Robert rêve encore de la nuit où Michael a mis son plan à exécution. Mais ces ombres viennent moins souvent maintenant, remplacées par la lumière de notre présent, par de petites joies, de nouveaux amis, des passe-temps redécouverts et l'amour qui a survécu à l'inimaginable. Le soir de notre 45e anniversaire, après que tout le monde soit parti, Robert et moi nous sommes assis sur notre balcon, regardant le ciel étoilé. « Qui l'aurait cru ?» a-t-il dit en prenant ma main. « Après tout ça, nous serions toujours là, les survivants. » J'ai souri et j'ai serré sa main. « Pas seulement survivre, Robert, ai-je chuchoté, mais vivre. » Il avait raison. Nous n'existions plus seulement pour endurer. Nous vivions vraiment, pleinement et avec gratitude. En repensant à cet après-midi fatidique à la boutique de réparation de téléphone, je ne vois plus seulement la tragédie. Je vois une croissance née de la douleur.
Je n'ai pas choisi ce chemin, ni la souffrance qui l'accompagnait. Mais j'ai accepté le défi de reconstruire, de retrouver un sens et de continuer à aimer même après avoir été brisé. C'est peut-être la plus grande victoire de toutes, de ne pas laisser la haine, l'amertume ou la peur vous définir. Chaque jour, je choisis la compassion, le courage et l'espoir. Même en sachant à quel point le monde peut être sombre. Et vous, avez-vous déjà dû vous relever d'une blessure que vous pensiez inguérissable? J'aimerais beaucoup entendre votre histoire. Partagez-la dans les commentaires.